tous et merci de rejoindre ce nouveau webinaire de la Fabrique de l'exportation, malgré la concurrence rude de la réouverture des terrasses. Mais la météo défavorable nous aide peut-être à vous voir nombreux parmi nous. Ce soir, nous avons une formule un petit peu différente, qui est celle d'un binôme pour traiter le thème que nous avons retenu. Nous nous intéressons dans la série d'événements que nous consacrons au digital. Nous nous intéressons ce soir aux outils numériques et aux différentes utilisations, mobilisations qu'on peut en faire au service de l'internationalisation des entreprises. Et nous avons associé deux types de compétences, celle de Manon Enjolras que je présenterai en premier par élégance envers la gente féminine, et celle d'Arnaud Laurent, que nous connaissons car il est également membre de la Fabrique de l'exportation. Alors, Manon Enjolras est ingénieure, chercheuse au laboratoire ERPI de Lorraine et travaille dans l'essentiel de ses travaux sur le lien entre l'innovation et l'exportation, l'internationalisation des entreprises. Arnaud, de son côté, est un expert de l'export. Il a travaillé d'abord en tant que responsable export dans plusieurs entreprises, comme Ouverture, Michelin et Sagem, si mon analyse est bonne. Ensuite, il est passé dans le consulting, où il a fondé le cabinet Allwins, qui a désormais rejoint le groupe Salveo. Et son approche à lui est d'accompagner des entreprises dans leur internationalisation sur un plan très large, c'est-à-dire aussi bien dans la conception d'une stratégie que dans la mise en œuvre et dans l'accompagnement au long cours des dirigeants. Donc, je dirais que nous avons ce soir une expertise académique, une expertise analytique avec Manon et une forte expertise terrain et accompagnement avec Arnaud. Voilà. Et je vous laisse à présent la parole. C'est pour vous que l'auditoire est venu et non pour moi. The floor is yours. Manon. Merci beaucoup pour cette introduction, Jean-Christophe. Est-ce que vous pouvez simplement me confirmer que le partage d'écran fonctionne bien? Je vois parfaitement l'écran. Très bien. Alors, dans ce cas-là, c'est parti. Donc, c'est moi qui vais entamer cette présentation. Donc, bonjour à tous et un grand merci de nous accueillir pour cette intervention. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de présenter mes travaux de recherche et en particulier, j'en profite, voilà, j'ai l'occasion donc pour remercier la Fabrique de l'exportation qui est un vrai relais pour nous, un relais formidable pour tenter de relier ces deux mondes que sont la recherche scientifique et l'entreprise. Donc, c'est toujours un plaisir de participer à ce type d'événement. Merci beaucoup. Merci également à Arnaud Laurent donc, qui est à mes côtés aujourd'hui pour cette intervention. J'espère que la combinaison de nos deux points de vue va apporter une analyse intéressante sur cette thématique qui est le rôle des outils numériques à l'export. Donc, je commence très rapidement, je dirais en quelques mots, avec mon laboratoire de recherche, bien que Jean-Christophe, tu aies déjà dit l'essentiel. C'est simplement pour moi l'occasion de vous donner le contexte des travaux de recherche que nous menons actuellement. Donc, je fais partie du laboratoire ERPI pour équipe de recherche sur les processus innovatifs. C'est donc un laboratoire d'ingénierie. Nous travaillons sur l'innovation au départ. Et nous sommes un petit laboratoire avec une vingtaine d'enseignants-chercheurs permanents. Et ce qui est intéressant pour moi de vous préciser ici, c'est que nous avons un focus historique sur le contexte particulier des petites entreprises, des PME. Et c'est donc à travers ce spectre qu'aujourd'hui, nous allons étudier cette question de la transformation digitale des entreprises exportatrices. Donc, pour commencer, je veux simplement introduire le périmètre, je dirais, de notre étude. On va donc parler d'exportation plutôt que d'internationalisation au sens plus large. Et ce choix est notamment motivé par le fait que l'export, c'est le mode d'internationalisation privilégié des PME. D'une part, parce qu'il est a priori un peu moins risqué, un peu plus progressif. Mais bon, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. L'exportation compte aussi son lot de défis à relever pour des petites structures, en particulier les PME. Et ces défis vont être traditionnellement liés à la question cruciale des ressources. Alors que ce soit des ressources en termes de coûts, en termes de temps, en termes d'informations à acquérir, le succès à l'étranger finalement des PME exportatrices va dépendre de leur capacité à porter un projet d'exportation en mobilisant de façon assez adéquate ces fameuses ressources pour arriver à leurs objectifs. Donc pour cela, on part du principe, en tout cas avec le spectre qu'on utilise nous en tant que chercheurs, qu'elles doivent mettre en place ce qu'on appelle des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques, il est important de prendre conscience qu'elles vont avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation de ces entreprises et donc elles vont pousser ces organisations à structurer leur processus en interne.
Dans la littérature scientifique, on dit souvent que l'export, c'est une activité dite dénaturante. Alors, c'est pas forcément un terme très positif, mais ça traduit surtout le fait que l'export va pousser les petites structures à adopter des pratiques qui sont plus proches de celles des entreprises de taille plus importante, et allant parfois à l'encontre d'un fonctionnement plus typique de ces petites PME, plutôt centralisées, flexibles, moins formalisées potentiellement que les entreprises de taille plus importante. Donc, si je viens maintenant à la question du numérique. Dans ce contexte particulier, celui des petites structures, les outils numériques en fait s'avèrent particulièrement bénéfiques, notamment puisqu'ils vont ouvrir des opportunités pour les PME de rivaliser avec des entreprises de taille plus importante. Dans un premier temps, ils vont permettre de compenser une présence plus faible, une présence physique plus faible sur les marchés de ces entreprises. Elles ont généralement plus de difficultés à mobiliser ou à asseoir leur présence physique sur un marché, voire sur plusieurs marchés en même temps. Et donc, la virtualisation de certains processus va être un atout à mobiliser. Le marketing digital, par exemple, donc ça permet de se rapprocher de ses clients, de gagner en visibilité. Et de la même façon, des éléments types que le e-commerce, l'instauration du e-commerce va ouvrir aussi de belles perspectives pour gagner des parts du marché en facilitant l'accès aux produits ou aux services. Les outils numériques vont être aussi un atout précieux pour renforcer la performance, cette fois-ci d'un point de vue plus processus interne. On est à l'ère de l'industrie 4.0 aujourd'hui, hein, donc les outils de suivi, les outils de pilotage, de capitalisation, de partage d'informations vont être des moyens d'optimiser, de structurer le fonctionnement de ces entreprises et donc de faciliter cette fameuse activité dénaturante qui est l'exportation. Donc on voit finalement se profiler une sorte de catégorisation des outils numériques qui ont chacun des objectifs différents. Et donc la première catégorie qui est proposée dans la littérature scientifique, ça regroupe les outils dits de e-marketing, qui, donc, comme on l'a abordé déjà, permettent de simplifier, d'étendre la portée des actions de communication ou de promotion à l'étranger. À titre d'exemple, sur ces outils de e-marketing, on peut citer l'utilisation bien sûr des réseaux sociaux, le référencement web, des outils de tracking, Google Analytics, ou encore de l'emailing, rédaction de newsletters, etc. La seconde catégorie qu'on peut observer, c'est ce qui concerne le e-commerce, qui cette fois-ci va faciliter les transactions à l'étranger via la vente de biens, de services directement en ligne. Alors par la mise en place de sites marchands, des services de chat en SAV, la mise en place de systèmes d'information pour gérer les factures, les commandes, les devis, etc. Et la troisième catégorie, que l'on a appelée donc e-business, concerne cette fois-ci l'utilisation d'outils numériques, mais pour améliorer les processus de production ou plus généralement la gestion interne des entreprises et des différents services de l'entreprise. Donc, les outils de cette catégorie vont être en lien avec les fameux exemples emblématiques quand on parle d'industrie 4.0, l'Internet des objets, le big data, la robotique, mais aussi avec la conception numérique, les plateformes collaboratives ou des outils de gestion de relations clients type CRM, et puis bien entendu les fameux ERP qui sont finalement ni plus ni moins que la colonne vertébrale d'une entreprise en termes de gestion d'information. Donc voilà globalement les différents éléments que je voulais aborder en termes d'introductif, je dirais. Et donc cela étant dit, on arrive à l'objectif de cette étude. Et donc on a noté d'une part que l'export au sein des PME va poser des difficultés, notamment en termes de mobilisation des ressources, et que ces outils numériques vont pouvoir potentiellement faciliter certains challenges qu'elles peuvent rencontrer. Donc notre objectif, c'est de chercher à identifier plus précisément la façon dont la digitalisation va agir sur les pratiques quotidienne des petites entreprises exportatrices de façon à faciliter leurs activités internationales. Donc notre objectif, c'est finalement de proposer une sorte d'analyse croisée avec d'une part les outils numériques ayant chacun leur propre fonction et d'autre part les pratiques d'export qui traduisent, eux, les routines en place au sein de l'entreprise pour piloter l'activité internationale. Donc dans un premier temps, on a réalisé une étude théorique basée donc sur la littérature scientifique. L'idée étant d'identifier les apports potentiels des différents outils numériques sur les pratiques d'export. Donc pour ça, on s'appuie sur plusieurs référentiels. D'une part, les catégories d'outils numériques que je vous ai présentées précédemment, donc e-marketing, e-commerce, e-business. Et nous les avons confrontés à un référentiel de pratiques d'exportation que nous avons construit au sein du laboratoire de recherche. Donc ce référentiel de bonnes pratiques, il aborde les thématiques suivantes, donc la question de la stratégie, la question de l'ouverture, de l'adaptation de l'offre, de l'organisation de l'entreprise en interne, de la gestion des ressources humaines, et puis des aspects plus gestion administrative. Donc ces différentes thématiques sont déclinées selon 22 pratiques qui représentent finalement les tâches quotidiennes à mettre en place pour porter une stratégie d'exportation sur le long terme. Donc à partir de ces deux référentiels, d'un côté les outils numériques, de l'autre les pratiques, on a cherché à indiquer, selon le type d'outil numérique considéré, quelles sont les pratiques d'exportation qui sont le plus impactées par son utilisation.
Par exemple, d'après notre analyse, les impacts ou l'impact des outils e-marketing est a priori plutôt focalisé sur les pratiques qui vont être liées à l'ouverture, à l'adaptation de l'offre, notamment parce qu'ils vont permettre d'échanger avec les clients potentiels plus facilement, d'identifier des opportunités d'amélioration des différents produits ou des services, et ils permettent également de monter des partenariats, d'améliorer la visibilité de l'entreprise. Les outils de e-commerce, eux, sont plutôt impactants pour l'organisation de l'entreprise en tant que telle, ainsi que sur l'adaptation de l'offre, mais plutôt orientés vers le modèle économique. Et puis enfin, les outils de e-business, on voit qu'ils ont un impact qui est plus uniformément réparti. Sur la dernière ligne, on voit qu'il y a beaucoup de croix, plutôt bien répartis, mais avec une concentration malgré tout sur l'organisation, la gestion administrative. Donc, ce sont plutôt des outils structurants finalement. Donc, notre mission à partir de cette analyse croisée en termes de recherche, nous, c'est d'aller vers une méthode qui permettrait de proposer un plan d'action qui soit spécifique pour chaque entreprise. L'idée serait finalement d'évaluer les pratiques d'exportation d'une entreprise, de construire son profil de fonctionnement, je dirais, quels sont ses points forts, quels sont potentiellement aussi les points de vigilance sur lesquels elle pourrait s'améliorer. Et à partir de là, on peut imaginer une stratégie d'amélioration personnalisée à partir de notre analyse croisée, identifier finalement quels outils numériques pourraient agir comme des leviers pour cette entreprise en particulier pour améliorer les activités, les pratiques qui sont les plus critiques pour elle, tout en s'assurant bien sûr qu'elle a la capacité de les intégrer dans son fonctionnement au quotidien. Bon, cependant, nous n'en sommes pas encore là, puisqu'il s'agit, comme je vous le disais, d'un projet en cours, et donc à l'instant T, nous avons pour le moment validé notre grille d'analyse théorique auprès de la communauté scientifique. Donc, une publication a été réalisée l'année dernière à ce sujet. Et maintenant, nous souhaitons finalement sortir de la théorie, ou en tout cas nous en détacher, je dirais, pour nous rapprocher de ce qui se passe dans la vraie vie, et donc confronter notre approche théorique au quotidien des entreprises pour voir si cette approche a finalement du sens. Et donc cette intervention aujourd'hui a pour objectif de vous présenter les résultats intermédiaires de cette étude de terrain que nous venons de commencer, à vrai dire, elle a été lancée cette année, donc début 2021. L'idée étant de combiner donc cette vision recherche que je vous ai exposée avec d'une part le retour des entreprises qui ont accepté de participer à notre enquête, ainsi qu'avec la vision donc conseil, accompagnement que Arnaud Laurent apporte à cette intervention également. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, nous avons rencontré jusqu'à maintenant 7 entreprises, donc des PME ou ETI de tailles différentes, qui ont des activités internationales plus ou moins développées, qui ont également des marchés plus ou moins différents, orientés majoritairement vers le B2B malgré tout, et dans des secteurs d'activité qui sont plutôt industriels. Donc l'idée était finalement, au cours de chaque entretien réalisé, de recenser les outils numériques en place au sein de ces entreprises, ainsi que ceux qu'elles souhaitaient potentiellement intégrer ou qu'elles envisageaient d'intégrer, l'objectif étant de discuter des apports potentiels de ces outils sur leur processus d'export. Donc finalement, ces entretiens ont été analysés, mis en relation, de façon à identifier des synergies dans l'utilisation d'outils numériques et de certaines pratiques d'export sur lesquelles il semble avoir un effet levier. Donc on va chercher à savoir finalement si nos hypothèses théoriques sont pertinentes et puis finalement quels outils agissent sur quelles pratiques. Donc voilà, je dirais pour la partie un peu théorique, méthodologique de cette présentation. Je vais maintenant passer aux pratico-pratiques, si je peux dire, et je vous propose maintenant de vous présenter les différentes observations qu'on a pu recueillir lors de nos entretiens. Et donc pour cela, on va commencer par reprendre le cadre d'analyse que je vous ai proposé avec ces 6 thématiques, stratégie, ouverture, adaptation de l'offre, etc. Et je vais commencer par parler de stratégie. Donc, la première observation qu'on a notée en termes de stratégie, c'est que traditionnellement, on parle de transition numérique. Et à vrai dire, pour beaucoup d'entreprises, en particulier celles qui se lancent dans cette démarche de numérisation, ça n'a vraiment rien de progressif finalement. C'est plutôt une transformation ou même un saut dans le numérique, puisque les changements induits sont généralement, ou ne sont même quasiment jamais des changements incrémentaux. Tout est finalement très lié et tout doit potentiellement se faire en même temps, que ce soit d'un point de vue marketing, que ce soit au niveau des canaux de vente ou même au niveau de la gestion interne. Alors, à titre d'exemple, une des entreprises que nous avons interrogées a initié sa démarche de digitalisation il y a 5 ans. Et donc, elle a combiné à la fois l'intégration d'outils e-business, donc la gestion des ressources humaines, un ERP, des investissements également dans des outils pour supporter la R&D, mais aussi en parallèle une diversification de son offre de produits, une refonte totale de son site web et de sa stratégie de communication. Donc, on voit typiquement là que c'est vraiment un bouleversement total et une réelle transformation. Un autre exemple qu'on a pu observer, une entreprise familiale qui a été récemment reprise, ce qui a été le déclencheur finalement de beaucoup de changements en interne, dont cette question de la digitalisation des processus qui a été identifiée comme un axe d'action prioritaire.
Sauf que le repreneur partait de zéro. Beaucoup de choses se faisaient encore papier-stylo finalement. Donc, il s'est vite rendu compte que la nécessité, il fallait absolument faire finalement un diagnostic de la situation, un bilan à un instant T. Et en faisant ce bilan, pour mettre en place sa stratégie, eh bien, ce diagnostic a fait ressortir un grand nombre d'actions à mettre en place et bien plus, à vrai dire, que ce à quoi il s'attendait. Donc, encore une fois, tous ces changements étaient potentiellement à réaliser de manière simultanée. Et finalement, dans tout cela, eh bien, l'export en tant que tel, c'est qu'un aspect parmi tant d'autres qui sera potentiellement impacté par la digitalisation, et ce, aux côtés de l'ensemble des activités de l'entreprise. Vraiment, ce côté transformation globale revient très souvent dans les entretiens qu'on a pu observer jusque-là. C'est d'ailleurs un sujet que nous, qu'on constate également avec une approche qui est souvent, qu'on appelle nous, la transformation internationale, c'est-à-dire en quoi accélérer l'internationalisation des entreprises impacte tous les services de l'entreprise. Et forcément, le numérique est un élément essentiel dans cette transformation. Et on se rend compte aussi que c'est quelque chose d'assez radical. En fait, c'est pas quelque chose qui se fait progressivement, parce que dès qu'on commence à intégrer un nouvel outil, c'est forcément des nouvelles compétences, c'est une nouvelle approche avec les clients, avec les marchés, avec la façon de communiquer. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est un saut dans le numérique ou un saut quantique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez rapide. Et donc, on est vraiment face à des transformations. C'est pour ça que transformation numérique ou internationale, il y a vraiment cette notion de temps, de rapidité et donc d'accompagnement nécessaire. Parce que qui dit transformation dit aussi frein, résistance et besoin d'en comprendre tous les intérêts et toutes les résistances pour être capable de le conjuguer et de le blender au sein de l'entreprise. Et donc justement, en parlant de cette imbrication, de cette complexité, je dirais, se pose aussi la question notamment de taille critique qui va être associée à tout cela. À partir de quand est-ce que cette entreprise peut supporter, amortir tous les investissements nécessaires à cette transformation, à ce saut numérique? Et c'est vrai que parfois, ça nécessite une différenciation, alors soit en termes par exemple de volume de production pour amortir ça, pour faire des économies d'échelle, soit en termes de qualité pour se différencier et permettre encore une fois d'amortir potentiellement ces forts investissements liés à la digitalisation. C'est le cas d'ailleurs d'une entreprise en particulier qui a fait ce choix de la distinction par la qualité. Elle a choisi en fait de créer deux marques distinctes pour distribuer ses produits. Une marque, je dirais entre guillemets standard, qui favorise plutôt le rapport qualité-prix, et puis une autre gamme plus excellence, qui cette gamme-ci est numérisée, et a priori d'ailleurs c'est celle qui a le plus de succès à l'international, c'est celle qui est vraiment favorisée en termes d'export, puisque elle apporte cet avantage compétitif sur les marchés concurrentiels, elle permet de justifier ou de gérer ces investissements nécessaires à la digitalisation de l'entreprise. Ce qu'on voit aussi, c'est que la partie numérique était peut-être un facteur de différenciation ou d'avantage compétitif dans le passé, mais avec la crise qu'on a vécue, c'est plus du nice to have, c'est du must have. Donc, que ce soit les outils de gestion qu'on utilise ou la façon de vendre ou la façon de communiquer, c'est obligatoire et ça se fait très rapidement. Donc, c'est plus de la différenciation, c'est vraiment du must have. Ça, c'est quelque chose d'assez flagrant. Et ça, c'est précisément effectivement des choses qu'on a observées, hein, parce que l'exemple assez parlant, c'est celui des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la digitalisation passe aussi par là. Et quand on parle des réseaux sociaux, typiquement aujourd'hui, le site web d'une entreprise, la page LinkedIn ou Twitter, ça fait partie finalement intégrante des attributs d'une marque en tant que telle. Et si une entreprise n'est pas visible sur Internet, n'est pas visible sur les réseaux sociaux, quelque part, il y a quelque chose de pas rassurant, ou en tout cas qui est surprenant. Donc, une entreprise aujourd'hui, elle doit y être sur ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les apports aujourd'hui, pourtant, d'être visible sur ces réseaux sociaux sont bien plus faibles qu'il y a 10 ans. C'est notamment un constat qui a été illustré par une des entreprises qu'on a interrogées, qui était, elle, déjà présente sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années. Pourtant, dans un secteur d'ailleurs industriel, le secteur industriel, c'est un peu particulier parce qu'il a peut-être mis un peu plus de temps que certains autres secteurs à s'approprier cette communication réseau social digital. Toujours est-il qu'il y a quelques années, c'était un facteur extrêmement important en termes de visibilité, beaucoup justement de différenciation. Par contre, aujourd'hui, tout le monde y est, il y a énormément de bruit finalement, et pour se faire entendre sur ces réseaux sociaux, c'est très difficile. Donc, mais malgré tout, c'est impossible de ne pas y être. Donc, il y a ce côté must-have, ce côté prérequis, obligatoire, où on doit passer par là, même si le retour en tant que tel n'est pas forcément extrêmement important. Par contre, oui, pardon. Vas-y.
Je disais par contre, il y a d'autres briques qui en revanche, elles sont plus offensives, plus différenciantes, mais par contre avec l'accélération de la numérisation aujourd'hui, des entreprises qui pourtant étaient très en avance jusque-là sur ces aspects numériques doivent malgré tout se renouveler, se réinventer. C'est le constat qu'a fait d'ailleurs une autre entreprise qu'on a interrogée, une entreprise de prestation de services. C'est la seule entreprise de prestation de services de notre panel qui avait beaucoup développé cet aspect digitalisation. Sauf qu'aujourd'hui, elle identifie clairement cet enjeu de proactivité, de ce qu'on appelle la stratégie de first mover, finalement, de toujours bouger pour être en avance. Conserver sa longueur d'avance aujourd'hui, c'est un vrai enjeu sur le côté digital. Il y a aussi en termes de stratégie et de l'utilisation d'outils numériques, une forte montée en puissance de l'intelligence économique, qui a toujours été un peu un gros mot en français, mais quelque part, il faut être capable d'utiliser notamment l'information disponible partout pour bâtir sa stratégie. Or, il faut savoir que dans la culture française, et notamment des PME, ça a toujours été on fait des salons, on fait des voyages, et puis on apprend comme ça et on s'adapte. On peut plus voyager, on peut moins voyager, on a moins de salons, donc il faut aller chercher l'information, l'organiser, et c'est ça qui doit venir alimenter la stratégie. Et du coup, les entreprises, on va dire, les plus agiles, se sont mis à travailler beaucoup plus ce côté numérique en allant chercher l'information, intelligence économique. Et ça, pour le coup, c'est très différenciant parce qu'une entreprise qui voit clair, entre une entreprise qui voit clair et une qui voit plus clair et qui peut plus voyager et qui essaye de faire ça au doigt mouillé, il y a forcément une grosse différence en termes d'efficacité. Le dernier point en termes de stratégie, c'est encore une question de positionnement finalement, parce que très vite, quand on parle de digital, se pose la question de la protection des données, des savoir-faire lorsqu'on est confronté à la digitalisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la confidentialité, même de la reproductibilité potentiellement de certains savoir-faire de transformation, puisqu'aujourd'hui, dans l'environnement numérique dans lequel on évolue, ça permet finalement de percer à jour des choses, beaucoup de choses, et ce très rapidement. Je prends l'exemple bien sûr de la cybersécurité. Certaines entreprises de notre panel, par exemple, ont fait le choix de ne surtout pas stocker d'informations confidentielles ou stratégiques, quelles que ce soit, ni sur le cloud, ni sur des serveurs pourtant extrêmement sécurisés. Elles conservent le côté secret industriel pour ces questions-là. De façon générale aussi, l'accessibilité même du grand public à certains outils qu'on peut avoir même sur nos smartphones, des choses vraiment très ancrées dans le quotidien, vont permettre de reproduire par exemple à l'identique un design ou un assemblage mécanique avec un scanner 3D ou même avec les fameuses imprimantes 3D qui sont de plus en plus démocratisées. Donc se pose finalement la question de la propriété intellectuelle, de la posture à adopter par rapport à ça, qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on partage, et puis même la question de la propriété des données en tant que telle, parce que la digitalisation ouvre la porte à des bases de données gigantesques. Encore faut-il pouvoir les exploiter et puis y avoir accès correctement. Donc cette question de partage et protection est aussi une posture à réfléchir. En fait, il y a presque un parallèle entre la plus grande visibilité et le besoin de sécurité accrue. C'est normal. Exactement. On est plus visible, donc il y a plus de gens qui cherchent à se renseigner, qui peuvent vouloir aller pirater de l'information ou vouloir copier. Donc il faudrait presque prévoir un budget sécurité. C'est pour ça que la cybersécurité, il y a beaucoup de cabinets de conseil qui se développent en cybersécurité. Et nous, à l'ADIT, c'est une grosse partie aussi de l'offre et de demande, c'est comment mieux se sécuriser. Donc en fait, il faut faire du business en étant beaucoup plus visible, et donc, par conséquent, en se défendant aussi beaucoup plus fortement et en l'incluant dans la stratégie. Parce qu'effectivement, il faut décider ce qu'on veut partager, ce qu'on ne veut pas partager, et du coup, avoir les politiques de sécurisation adoptées. Oups, pardon. Je passe maintenant à la deuxième thématique, qui est celle de l'ouverture. Donc, je vais commencer pour cela par aborder la fameuse thématique des réseaux sociaux. On en a déjà un petit peu parlé, mais à l'unanimité, ces outils de communication numérique apparaissent comme bien sûr une belle vitrine qui font tomber les barrières, qui donnent accès à une communication instantanée partout dans le monde. Mais alors, ça ouvre aussi la porte à des difficultés, hein. Certaines entreprises nous ont raconté des anecdotes assez intéressantes sur les fameux trolls ou les commentaires désobligeants qu'on est obligé de gérer dans ces situations. Et puis aussi, la vraie question qui se pose, c'est que cette communication, elle nécessite une réelle stratégie également à formuler. Et un exemple très pratico-pratique, une de nos entreprises interrogées, qui travaille dans le domaine industriel également du soudage, a mis en place une stratégie de communication sur ses réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Et cette entreprise a une activité internationale depuis plusieurs années. Donc, pour cela, le choix a été fait de réaliser toutes les publications en anglais, de façon à toucher tous ses clients simultanément. Et c'est assez intéressant parce que la réaction s'est, à vrai dire, pas fait attendre. Très rapidement, les clients français, les salariés français également, se sont sentis comme délaissés quelque part, en considérant que finalement, si les publications étaient faites en anglais, c'est que ça ne les concernait pas.
Donc, c'était une vraie question de gérer ça. Ça a été un peu une surprise. Comment gérer ce côté multilingue et puis toucher tout le monde en même temps? Et alors, une solution envisagée par cette entreprise, c'était donc du coup de mettre en place 2 comptes LinkedIn, un dédié au marché français et un dédié au marché international. Et bon, évidemment, on se rend compte qu'en termes d'optimisation, c'est pas forcément la solution optimale. Toujours est-il que voilà, il y avait ce côté un peu stratégique en termes de communication à cibler qui était à anticiper. Et puis, c'est quelque chose qui est un peu une course sans fin aussi, parce qu'à partir du moment où on a des vitrines numériques, ne serait-ce que des sites Internet, il faut les avoir en plusieurs langues, voire presque parfois pays par pays, parce que le but, c'est d'être proche de ses clients. Et donc, on est dans un besoin beaucoup plus important, en tout cas, de communiquer localement, d'adapter son contenu. Donc, c'est des vraies compétences qu'il faut développer dans l'entreprise. Et c'est pas toujours le canal qui était utilisé par les entreprises, parce que là encore, c'est les fameux responsables export que j'appelle les Indiana Jones qui allaient et qui étaient un peu des hommes orchestres et qui expliquaient quelle était la boîte, quel était le produit, qui étaient les premiers vecteurs de communication. C'est plus le cas. Donc, on ne peut pas non plus dire que dans la transformation internationale, c'est l'outil digital qui va régler ça. Parce que certes, il y a l'outil de communication, la vitrine numérique, mais il faut bien l'alimenter. Et elle doit être alimentée par ceux qui connaissent aussi l'international. Donc, il y a une petite révolution qui est en train de s'opérer et peut-être même un partenariat qui se fait entre les sachants du développement international et les sachants de la communication numérique. On ne peut pas dire, parce que j'ai du digital, je sais faire de l'international en digital. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est un petit peu un mariage des deux qui est important. Après, un constat intéressant aussi quand on parle de cette communication numérique, c'est que très vite, quand on les interroge sur les retombées de cette communication, le premier constat, c'est que les résultats se font surtout sentir auprès des clients existants. C'est un moyen de renforcer les liens, on rend les échanges plus fréquents, on les optimise avec des outils, alors les fameux outils de communication, Zoom, Teams, maintenant on y est tous un petit peu sensibilisés. Et puis le côté, alors c'est assez triste à dire, mais le côté crise Covid, entre guillemets, qui a permis un gain en efficacité pour ces entreprises de façon assez phénoménale, puisque plus de déplacement en tant que tel, donc un gain de temps, un gain financier également, qui finalement a été intéressante pour elles. Certaines d'entre elles ont également expérimenté les salons virtuels, à vrai dire sans grand succès. Je crois qu'à l'unanimité, il y a eu une petite déception sur l'organisation de ces salons virtuels, mais notamment car finalement, ces entreprises les envisageaient comme un moyen de faire de la prospection et donc comme un salon classique, je dirais. Sauf que typiquement, le format virtuel ne se prête pas tout à fait à la prospection. Les constats sont plutôt mitigés en ce qui concerne cela et à vrai dire, tout dépend en fait de la posture, encore une fois, face à cette communication numérique. Si on aborde cette communication numérique dans une posture, je dirais entre guillemets, plutôt passive, plutôt attentiste, plutôt, je vais le dire comme ça, cette transformation de prospection ne fonctionne pas bien. Et typiquement, les outils numériques vont permettre de mettre en lumière beaucoup d'opportunités. Alors, la visibilité sur les réseaux sociaux, on en parle, bien sûr. Par exemple, une de nos entreprises s'est vue contactée en plein Covid par une entreprise mexicaine qui cherchait désespérément une pièce particulière qu'elle n'arrivait pas à trouver sur son marché. Alors, ça ouvre bien sûr des opportunités. Cette même entreprise a vu aussi des opportunités de diversification intéressantes. C'est une entreprise donc, qui travaille dans le domaine du soudage. Et finalement, elle a vu via les réseaux sociaux une opportunité de s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité parce qu'elle propose du matériel de soudage, mais en cela, elle propose aussi des détendeurs. Les détendeurs, eux, peuvent être utilisés dans le médical et même dans la pisciculture, par exemple. C'est un exemple que cette entreprise a cité. C'est assez intéressant de voir le côté diversification que la visibilité a permis d'offrir. Toujours est-il que pour transformer ces opportunités, le virtuel n'a pas suffi et il y avait nécessité d'un contact physique pour aller vers vraiment cette prospection-là. Par contre, là où la communication numérique devient vraiment puissante et attractive, c'est dans le cas où il y a un apport de contenu en tant que tel. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un fonctionnement de salon classique, par exemple, où on va sur place et on rencontre des gens, mais on vient importer un contenu sur des sujets spécifiques. Alors, plusieurs exemples de ce type-là ont été expérimentés par les entreprises de notre panel, notamment l'organisation de webinaires avec des sujets spécifiques très pointus qui leur ont ouvert des portes, une image d'experts extrêmement intéressante aussi, et ce au niveau mondial. Et certaines entreprises ont été assez surprises de voir des participants au webinaire issus vraiment des quatre coins du monde. D'autres entreprises ont aussi mis en place des outils plus de tracking, de web analytics, finalement pour venir outiller ce processus de prospection et de communication numérique et pour voir finalement le parcours qui a mené à une prise de contact avec un prospect. C'est un moyen aussi de mesurer l'efficacité.
cette communication-là et de rectifier, d'adapter potentiellement la façon de la mettre en place. Et puis, un autre Vas-y, continue. Pardon, un autre élément d'apport de contenu également qui est intéressant, c'est que pour certaines entreprises, cette communication numérique, c'est l'opportunité de devenir un acteur influent du domaine. Il y a un côté où on va pouvoir apporter des choses, proposer de la document technique, des documents techniques, pardon, des livres blancs, partager des réflexions au sein d'un écosystème, créer des communautés de praticiens. Dans le côté où on est vraiment plus sur un outil de prospection en tant que tel, on est sur un outil de communication qui apporte une réelle valeur ajoutée, puisqu'on est dans un comportement actif de communication numérique. Donc l'apport du contenu était quelque chose vraiment qui apparaît comme crucial dans nos entretiens. Ce qui est assez flagrant, c'est un débat qu'ont presque tous nos clients et la plupart des entreprises, on ne sait pas si c'est un renforcement des relations existantes. De toute façon, toutes les relations existantes n'ont pu être entretenues que par le numérique. Donc, le débat, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on va inventer de nouveau? Et quel va être le mix entre le présentiel, le distanciel et le type de communication? Comme l'a dit Manon, ce qui est certain, c'est que ça donne l'opportunité d'être beaucoup plus visible, d'aller chercher de nouveaux prospects et de communiquer de façon différente sur des nouveaux supports. Mais là encore, il y a une grosse différence entre ceux qui ont pris ce tournant et qui seront du coup très présents, très visibles, et ceux qui ne l'ont pas fait, qui du coup, mécaniquement, deviennent beaucoup moins visibles. Donc là, ça devient un élément de différenciation. Mais il reste à trouver, en termes de relations, ça dépend ce qu'on appelle de relations, mais quand il y a à la fois du commercial, de l'entretien, de la découverte, de la prospection, tout ça, ça risque de bouger encore un petit peu et tout le monde cherche un petit peu la recette magique selon les pays, selon les activités. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à travailler là-dessus. Un dernier point sur cette question d'ouverture, plus en interne cette fois-ci, parce que plusieurs entreprises ont beaucoup insisté sur l'importance de s'appuyer sur un réseau de partenaires ou de soutien institutionnel pour faciliter cette transformation numérique. Beaucoup d'entre elles ont fait appel à des organismes de soutien ou sont allées chercher des startups dans le domaine pour aller chercher ces compétences là où elles sont, potentiellement les intégrer. Et alors, beaucoup d'accélérateurs d'innovation régionaux, par exemple, proposent des accompagnements. Beaucoup des entreprises interrogées ont fait appel à ces services. L'idée étant vraiment finalement de considérer que l'ouverture ne concerne pas seulement la communication, le e-marketing en externe, mais aussi surtout savoir s'entourer et donc intégrer ces fameuses compétences nécessaires. Et c'est vrai qu'il y a eu des aides sur tout ce qui était les nouveaux outils numériques, de la même façon qu'il y a des aides au développement international actuellement, et qu'au moment où les entreprises doivent se transformer très vite, en fait, ça révolutionne un peu le monde du conseil parce que les entreprises se rendent compte que c'est plus intéressant et financièrement et en rapidité d'acquisition de savoir d'utiliser le conseil. Et ça, c'est vrai aussi bien pour le digital et l'international, et encore plus si c'est de la transformation internationale avec du digital. Alors, si on continue à parcourir nos thématiques, on va passer maintenant à la question de l'adaptation de l'offre, donc la manière dont le digital va influencer ou va permettre de faire des transitions sur les produits proposés. Alors, cette thématique-là, elle est particulièrement critique, à vrai dire, quand on parle de numérique. C'est le premier élément qui revient très vite dans les entretiens. Et c'est notamment la tendance à la servitisation, je dirais, des produits. Dans le sens où finalement, le digital va apparaître comme une opportunité de diversification. Et cette demande de servitisation, d'ajouter un service à un produit, émane directement du marché, qui soit aussi bien national que étranger finalement. Et ce, même dans le cas des secteurs industriels. Donc finalement, aujourd'hui, avoir un produit performant ne va plus suffire. Il va falloir lui ajouter un service qui va faciliter la vie des utilisateurs, des clients. Et donc, ces services, ils vont intervenir potentiellement pour l'utilisateur final. Par exemple, certaines de nos entreprises commercialisent des produits connectés en IoT, Internet of Things, dans le cas, par exemple, d'équipements thermiques, ou encore une autre entreprise qui pratique ou qui propose des produits dans le domaine de la protection des machines, qui conçoit donc une gamme digitalisée qui va ajouter un service lié, par exemple, à la maintenance prédictive, entre autres. Donc, tous ces services associés à un produit en tant que tel va apporter des fonctionnalités supplémentaires dont l'utilisateur bénéficie directement. Par contre, cette servitisation, elle apparaît également aussi directement dans le B2B, c'est-à-dire qu'elle va servir cette fois-ci aux intermédiaires, aux distributeurs, par exemple, qui vont bénéficier de cette servitisation, par exemple par le biais de formations en ligne pour être capable de mieux vendre les produits, ou alors par le biais de documentation numérique qui vont être associées à chaque produit. On parle de PIM, Product Information Management, ce qui permet finalement instantanément d'intégrer des références à un catalogue, ou encore par la meilleure traçabilité des commandes qu'ils peuvent proposer, par exemple. Cette fois-ci, le service bénéficie directement au distributeur.
Et puis, ce même service peut aussi bénéficier aux salariés de l'entreprise en tant que tel, en interne finalement, pour faciliter leurs conditions de travail, optimiser les processus. Et on a plusieurs exemples également d'entreprises qui ont outillé leurs salariés. Par exemple, une entreprise a outillé ses salariés avec des tablettes. C'est des salariés qui travaillent sur le terrain en extérieur et qui font de la récolte de données expérimentales. Donc, ils ont été équipés de tablettes pour faciliter, instantanéiser ce processus de collecte de données. Une autre entreprise a également équipé les équipes en charge de l'installation des équipements chez les clients ou ceux en charge de la maintenance avec un outil de suivi des tâches ou de collecte de données qui, encore une fois, facilite la remontée d'informations. Là, c'est de la transformation assez radicale, hein. Les gens qui l'utilisent, qu'ils soient consommateurs ou utilisateurs, ils ne reviennent plus en arrière. Et ça va très, très vite. Donc, cette notion de service as a product, une fois qu'il est accepté par le client, ils ne reviennent plus en arrière. Donc, ça devient très différenciateur par rapport à la concurrence. Donc, si on ne l'a pas mis en place, il faut faire attention. Si un de nos concurrents le met et que les gens commencent à l'utiliser, ça risque d'être addictif. Et l'entreprise aura beaucoup de mal de revenir avec une offre concurrente. Donc, il faut faire très attention à ça. Et il y a une vraie question aussi sur l'importance de l'ergonomie derrière tout ça, parce qu'il peut aussi y avoir des blocages, des réticences pour intégrer tout ça. Et finalement, aujourd'hui, le numérique doit tendre à devenir le plus transparent possible. C'est-à-dire que, alors typiquement, l'exemple des outils de visioconférence type Zoom, Teams, etc. Aujourd'hui, on est capable de faire ce type de webinaire, par exemple, comme on fait ce soir, de façon très spontanée, comme si de rien n'était et comme si on avait toujours fait ça. Sauf que je suis persuadée qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas forcément été si simple. Et pourtant, aujourd'hui, la couche numérique devient presque transparente. Et donc, si l'on revient à nos entreprises, par exemple, dans le cas des équipements thermiques connectés, eh bien, il y a une vraie couche algorithmique derrière qui est extrêmement complexe, mais pourtant, pour l'utilisateur final, elle doit devenir très facile d'utilisation, très intuitif finalement. Et de la même façon, pour le fameux exemple des tablettes que je citais précédemment, eh bien là encore, si on prend l'exemple de ces salariés qui vont sur le terrain, eh bien, il est juste inconcevable que cette tablette soit fragile, qu'elle soit lourde, parce que ça complique finalement leur utilisation et ça rend le travail plus difficile au quotidien. Donc l'outil numérique va finalement supporter une fonction, mais il est important qu'il disparaisse pour l'utilisateur et c'est un réel enjeu à venir pour la suite et le développement de ces outils numériques. Un autre constat ou un dernier constat sur cette question de l'adaptation de l'offre qui ressort particulièrement, c'est la référence, je dirais, aux opportunités que peut créer le e-commerce, notamment en termes d'évolution des business models. La plupart des entreprises qu'on a interrogées fonctionnent en B2B. Et donc, l'outil numérique en tant que tel, le e-commerce, leur ouvre des opportunités pour envisager d'autres canaux de vente qui se rapprochent un peu plus, à vrai dire, du B2C parfois. Par exemple, un site marchand, c'est un moyen pour toucher l'utilisateur final en direct, et bien que la distribution habituelle des produits passe par un intermédiaire. Et donc, plusieurs entreprises envisagent finalement de mettre en vente, par exemple, des consommables, des accessoires associés aux produits, par le biais de sites marchands ou via des ventes privées, bien que ce soit à l'origine pas forcément le canal de vente privilégié. L'exemple des ventes privées est intéressant parce que c'est une entreprise aussi qui l'utilise pour gérer les surstocks de ses produits, ce qu'elle n'a pas pu écouler de façon tout à fait traditionnelle via ses distributeurs habituels. Eh bien, elle propose de mettre en place peut-être des ventes privées ponctuellement pour gérer ses surstocks. Et donc, finalement, le e-commerce va ouvrir aussi des opportunités donc, vers le B2C avec une partie plus orientée vers l'utilisateur final, mais aussi vers le B2B, puisque par exemple, une des entreprises interrogées qui propose de l'instrumentation scientifique, donc qui travaille en fait en sur-mesure avec ses clients, de par son positionnement et de par la spécificité de ses produits, eh bien aujourd'hui, le e-commerce lui ouvre potentiellement une autre voie qui l'intéresse, qui est celle de la standardisation d'une partie de sa gamme de produits pour finalement rivaliser avec notamment le marché asiatique qui fonctionne plutôt sur ce type de marché avec du e-commerce et avec des instruments scientifiques standardisés. Donc finalement, cette fois-ci, l'adaptation de l'offre, elle ne va pas juste considérer le produit en tant que tel, mais elle concerne le business model qui va lui être associé et un positionnement en termes de canaux de distribution. Très intéressant. Je passe maintenant à la partie organisation. Donc sur la partie de l'organisation, à vrai dire, je dirais qu'il n'y a qu'un seul constat qui est assez partagé, c'est qu'un outil numérique n'est et ne reste qu'un outil. On en parlait tout à l'heure, Arnaud l'a abordé, il doit être supporté par une structure, une organisation pour qu'il fonctionne et par des compétences. Alors, quelques exemples assez intéressants en ce qui concerne ces outils, c'est que par exemple, une de nos entreprises a fait le choix d'intégrer un outil numérique de gestion des ressources humaines. Et elle s'est à vrai dire laissée surprendre par la complexité et le temps nécessaire en amont de l'intégration de cet outil-là, notamment pour formaliser les règles de fonctionnement,
de son organisation des ressources humaines. Et sans règles claires, sans règles formulées, un outil ne peut pas fonctionner. C'est une étape de paramétrage finalement. Et cette étape de paramétrage, elle est totalement incontournable. Et aujourd'hui, il y a une personne qui est dédiée à 100% de son temps pour le paramétrage de cet outil avant son déploiement. Un autre exemple qui est apparu, c'est l'histoire est à peu près la même, mais sur un outil de veille, un outil de recherche d'informations. L'entreprise souhaitait mettre un outil et se demandait lequel était le plus adapté. Sauf qu'à vrai dire, au moment où on leur a posé la question de quels sont les axes stratégiques de veille, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas tellement formulés. Et donc, encore une fois, utiliser un outil sans avoir la structure et l'organisation qui va derrière, l'outil ne peut pas fonctionner en tant que tel. Ou choisir le mauvais outil, c'est aussi catastrophique parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Et si ça marche pas bien, il y a de la déception de l'autre côté, enfin des deux côtés de la chaîne. D'où l'intérêt de revenir, de ne pas hésiter à se faire conseiller sur à la fois l'outil digital, mais aussi dans une utilisation d'international qui peut être un peu différente d'une utilisation française pour pas se tromper sur l'outil en fait, parce que c'est compliqué. Et donc, c'est une histoire de triptyque finalement entre un outil numérique, l'impact qu'il peut avoir sur l'organisation et à quel point l'organisation est prête à le supporter, et puis les compétences nécessaires pour le faire tourner. Donc ça, je dirais que c'est le triptyque qui ressortait de façon assez régulière dans nos entretiens. Alors oui, ce qui inclut bien sûr une certaine portée, parce qu'encore une fois, l'impact peut être généralisé ou pas, et puis l'intensité des changements induits, et donc potentiellement les réticences dont on a déjà parlé. Alors, et puis d'autant plus que les réticences, en systémique ou en psychologie, ça se traite. C'est-à-dire que si on ne les a pas anticipées, on sait que ça va consommer beaucoup d'énergie dans l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'en plus de l'outil, il faut prévoir le côté formation, sensibilisation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ça va emmener l'entreprise vers un nouvel horizon beaucoup plus profitable? Parce que dès qu'il y a beaucoup de transformation, il faut cette couche d'accompagnement, de sensibilisation, de motivation. Et souvent, elle est sous-estimée par les entreprises. Et donc, ça fait une très belle transition vers la thématique de la gestion des ressources humaines et notamment la question de l'implication des équipes, puisque c'est quelque chose qui vient de façon assez unanime aussi, impliquer les équipes pour faciliter cette mutation vers le numérique. Et l'importance finalement d'avoir des petites success stories, peut-être je dirais progressive, des choses qui ont marché, valoriser les choses qui ont marché pour créer cette dynamique commune et puis l'engagement des personnes qui seront amenées à utiliser ces outils. Et beaucoup d'entreprises ont cité aussi l'importance d'avoir des relais, des moteurs, ce qu'on appelle des lead users sur ces outils numériques en interne pour faciliter leur fonctionnement au quotidien d'une part, et puis bien sûr le rôle du management qui est aussi pointé comme crucial pour jouer ce rôle de moteur au quotidien et auprès des équipes. C'est tellement vrai que l'erreur, ce serait de dire, tiens, j'ai recruté un spécialiste du numérique qui va mettre en place ces outils, sans que les équipes en avaient senti le besoin ou l'envie, etc., avec un outil qui peut être non adapté. Parce qu'on va avoir du côté d'un geek à qui on va dire, super, tu vas nous transformer l'entreprise, c'est génial, il y a beaucoup d'espoir. Et en fait, une non-adaptation de l'outil par les personnes, et c'est catastrophique. Donc, l'implication des équipes pour comprendre quel outil, à quoi ça sert, c'est comme le CRM il y a quelques années, les équipes commerciales étaient vraiment contre ça. Mais il a fallu un bout de temps qu'ils comprennent que le CRM, en fait, ça vient servir leur propre travail en efficacité, ça permet de faire beaucoup de choses. On se retrouve par rapport à peu près dans la même situation maintenant avec les outils numériques liés à l'internationalisation. Et puis en ce qui concerne les ressources humaines, on l'a abordé aussi, la question des compétences, c'est aussi recruter des nouveaux talents. Parce que qui dit transformation numérique dit changement aussi des compétences nécessaires. On a un exemple assez parlant d'une des entreprises qu'on a interrogées qui en 10 ans est passée en fait d'une entreprise industrielle fabricante à une entreprise aujourd'hui conceptrice. Et donc la transition vers ce changement finalement a forcé l'entreprise à changer un petit peu ses recrutements. Elle s'est concentrée vers les compétences vers le R&D. Les profils associés à la production pure et dure étaient finalement plus vraiment de son cœur de métier. Et aujourd'hui, elle recrute même des data analystes parce que pour renforcer son fonctionnement numérique et puis gérer ces fameuses données qu'elle a intégrées maintenant au sein en interne finalement. Et puis le digital, c'est aussi un moyen de moderniser le recrutement, d'attirer des talents en facilitant aussi les conditions de travail. Un exemple assez intéressant, c'est une de nos entreprises qui a mis en place le télétravail, mais ce depuis des années, et notamment parce que ça lui permet finalement d'aller chercher des profils extrêmement pointus, puisque cette fois-ci, sa zone de recrutement, c'est le monde entier. Et donc, elle peut pointer
des talents spécifiques et les faire venir dans son entreprise, alors que potentiellement, elle n'aurait pas voulu s'installer, venir sur place pour des raisons de convenance personnelle, par exemple. Donc là, le télétravail, c'est aussi un moyen de pointer la compétence spécifique et malgré tout de réussir à la recruter. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça implique aussi pour certaines entreprises de devoir recruter des talents hybrides. Le directeur d'export d'avant, c'était le chef des Indiana Jones, c'était un Indiana Jones lui-même. Le nouveau directeur du développement international, voire export, c'est quelqu'un qui doit à la fois maîtriser ça, mais aussi être assez au courant de tout ce qui est marketing digital et être assez à l'aise sur le fait qu'il va communiquer beaucoup plus avec les équipes digitales en interne et qu'il va peut-être moins voyager. Donc, on n'est plus tout à fait sur le même type de profil et on a quelques clients qui clairement est en train de changer ses équipes commerciales et que plutôt qu'un directeur export, il regarde un directeur de développement international qui sera probablement plus sédentaire et beaucoup plus digital aussi, qui va pouvoir faire la réconciliation entre les deux mondes, en fait. Bien, alors j'arrive bientôt au terme des observations. Je vais simplement finir avec la partie gestion. Et pour cela, le numérique représente un apport phénoménal pour centraliser les données. Ça permet la sécurisation, l'interactivité, la transférabilité des données. Ça facilite bien sûr la transmission des informations d'une personne à l'autre. Et puis, ça permet encore une fois un gain en efficacité qui va être considérable avec le côté, on va vers de l'instantanéisation appliquée à l'ensemble de l'entreprise et à l'ensemble de ses marchés également. Donc, en revanche, alors ça, c'est un point très important, mais ça pose aussi des vraies questions en termes de gestion de ces données, encore une fois. Une de nos entreprises a d'ailleurs expérimenté récemment, à travers une mésaventure plutôt désagréable, cette question de la sauvegarde des données, puisque les données de son ERP étaient stockées sur un serveur du data center OVH à Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Aussi. Tout le Mais monde. voilà, je crois que c'était un tremblement de terre globalement, puisque donc ce serveur, ce data center a été victime d'un incendie. Et donc, cette entreprise qu'on a interrogée faisait malheureusement partie des entreprises qui ont perdu 3 ans de données. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de difficultés à retrouver l'historique et à gérer ça. Et donc, cette question de la centralisation des données, c'est intéressant, mais ça va aussi vers la question de qu'est-ce qu'on fait de ces données stockées? Comment est-ce qu'on met en place cette démarche d'amélioration continue? Puisque capitaliser l'information, c'est bien, mais encore faut-il être en mesure de l'exploiter correctement. Et donc, potentiellement la réutiliser, aller vers du prévisionnel, faire des comparatifs interpays, par exemple, ou alors, c'est-à-dire qu'une base de données, si on n'est pas capable de la segmenter et d'en tirer de meilleures parties, eh bien finalement, elle ne sert à rien. Il y a la question aussi de l'obsolescence des données qui est un point crucial parce que garder tout n'est pas forcément utile. Il faut sélectionner la donnée importante. Et typiquement, par exemple, dans le cas des données de production, on peut aller très vite vers des données qui deviennent obsolètes puisque les machines évoluent, les technologies évoluent. Et donc, très rapidement, il faut être capable de dire, dans ma base de données, ça c'est important, ça l'est moins. Et donc, ça, encore une fois, c'est des compétences qui sont à acquérir et c'est des compétences qui sont parfois justement au croisement des disciplines, finalement. Et on est encore dans une phase de pionnier, et c'est ça qui est intéressant, parce que les logiciels, les pratiques changent aussi en permanence. Donc, tous ceux qui sont à la pointe, sont en amélioration continue, et c'est une période particulièrement intéressante, je trouve. Donc, après ces observations, on va dresser un bilan très rapide. Tout d'abord, on a mis en lumière que, d'une part, le numérique va permettre une différenciation forte, que ce soit sur le marché domestique ou sur les marchés internationaux. Finalement, c'est vrai que les deux sont impactés. À l'international en particulier, il va permettre un gain de temps, un gain d'argent, en limitant les déplacements, par exemple, mais il apporte aussi le côté immédiateté, centralisation des données qui représente un vrai avantage compétitif. Cependant, le digital amène aussi son lot de bouleversements, on l'a vu, et ce, de façon vraiment transversale au sein des entreprises. On a vu que les outils étaient finalement très interconnectés et ils sont souvent mis en place de manière simultanée. Donc finalement, le numérique va plutôt représenter une transformation, un bouleversement global en tant que tel, ce qui peut être particulièrement risqué dans le cas des petites structures, parce que c'est vraiment des changements profonds. Et puis, les entretiens qu'on a pu réaliser ont aussi mis en lumière un changement de paradigme, je dirais, en marche. Si certains aspects de la transformation digitale sont à forte valeur ajoutée, très offensifs, très différenciants pour les entreprises, d'autres sont devenus des indispensables, les fameux must-have, auxquels on ne peut plus échapper. Et cette tendance risque a priori de s'accélérer dans les années à venir. Donc voilà, en termes de bilan sur ces observations. En ce qui concerne plus spécifiquement notre étude d'un point de vue recherche, eh bien, donc c'est une étude en cours, comme je vous l'ai dit, mais malgré tout, on a déjà pu identifier des pistes intéressantes à creuser.
On a pu notamment identifier finalement de nouvelles relations dans notre cadre d'analyse théorique qu'on n'avait pas forcément anticipé d'un point de vue théorique, notamment en ce qui concerne la partie opportunité en tant que modèle d'affaires et sur la partie stratégique. Et puis, on a également mis en évidence que finalement, ces outils, ils ont vraiment une action transversale, systémique, et que finalement, la catégorisation qu'on a pu proposer en e-marketing, e-commerce, e-business, elle ne fait peut-être pas tout à fait sens, puisqu'ils sont finalement en constante interaction. Donc, est-ce que la catégorisation en tant que telle fait sens sur les outils numériques? C'est une question à se poser. Et puis enfin, certaines observations mettent en évidence l'influence du contexte dans lequel évolue l'entreprise. Par exemple, lié à son secteur d'activité ou lié à son type de marché. On l'a vu que là, dans nos entretiens, on était surtout sur du B2B. Peut-être que si on s'oriente vers du B2C, les observations peuvent être un petit peu différentes et les enjeux peuvent l'être également. La question de la taille de l'entreprise également qui joue un rôle crucial, d'ailleurs aussi bien pour la transformation numérique que pour l'export. Donc, à vrai dire, cette question du contexte, c'est quelque chose qu'on va intégrer au sein de notre étude. D'autant qu'il suffit de regarder cette grille qui est très intéressante. On voit que dès que ça touche le business model, les coûts, les offres, l'accès au marché, on est vraiment dans la transformation parce qu'il y a certaines sociétés qui vont peut-être totalement changer leur business model, être beaucoup plus sur du service que sur du produit, être sur des géographies beaucoup plus grandes et du coup peut-être pas avec les mêmes coûts, avec les mêmes marges, etc. Donc c'est une transformation profonde et ceux qui vont réussir à s'adapter vont probablement prendre des parts de marché assez rapides et assez pérennes s'ils restent dans ce processus de transformation continue. Pour les autres, c'est plus compliqué parce que c'est le monde entier qui est au même niveau. C'est le monde entier qui aborde maintenant le commerce mondial de cette façon-là. Donc, il faut vraiment en prendre la dimension parce que ça va être pérenne et ça va bouger. Mais en tout cas, c'est très, très impactant, c'est évident. Bien, pour terminer, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour des éléments des entretiens que je voulais vous partager ce soir. Je vais simplement conclure en vous indiquant que notre projet continue. Donc, on a en ligne de mire la conférence internationale YAMOT au mois de septembre prochain, donc au cours de laquelle nous présenterons ces travaux auprès de la communauté scientifique. Et puis d'ici là, nous sommes toujours à la recherche d'entreprises qui seraient intéressées de participer à notre étude pour compléter cette analyse. Donc, je vous encourage à nous contacter, moi et mes collègues directement, si vous êtes intéressés. Et puis, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour votre attention. Et puis, je suppose qu'Arnaud et moi sommes prêts à répondre à vos questions, à continuer les échanges sur le sujet. Un grand merci. Merci Manon. Je voulais juste te dire que toutes les entreprises qui t'ont été présentées ou qui ont eu la chance de converser avec toi ont trouvé ça très intéressant aussi parce que ça leur fait se poser les bonnes questions et de regarder ça de manière plus globale. Et donc, ils reçoivent aussi par rapport à ce que toi, tu peux leur apporter. Et je sais que tu leur communiques les résultats. Donc, voilà, si vous êtes entreprise et que vous écoutez la présentation, je vous encourage vivement à collaborer avec Manon. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Okay, merci Manon, merci Arnaud. De présentation très dense, très riche, très intéressante. Je pense que nous aurons de nombreuses questions. J'ai beaucoup aimé, moi, l'approche intégrative, vraiment, qui met le digital dans la perspective d'une réinternationalisation, d'une réconception du business model et de l'approche à l'international. Ça m'a rappelé une métaphore que j'avais vue une fois sur notre sujet, c'est l'auditoire au théâtre. Si vous voulez, dès que les premiers qui se lèvent voient mieux, voient plus loin, sont plus efficaces. Mais au bout d'un moment, vous n'avez pas d'autre choix, vous devez vous aussi vous lever. Sinon, vous serez mis sur la touche, vous ne verrez plus le spectacle, vous sortirez du jeu. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui est sorti de ce que vous disiez.